Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'USB Foot, hashtag USB Foot en partenariat avec nos amis de France Bleu Mayenne, de France Bleu Maine et de France Bleu Loire-Océan. Comme chaque jeudi, on va revenir sur l'actualité qui fait le foot dans les pays de la Loire, à savoir le SCO d'Angers, le FC Nantes, mais également les trois clubs de National, Cholet, Laval et Le Mans, sans oublier les Herbiers, club de National 2 toujours qualifié, on va le voir en 16e de finale de Coupe de France. Et comme chaque jeudi, un invité ici même sur ce plateau d'USB Foot, il est l'une des plumes de Ouest France sur Nantes. J'ai le plaisir d'accueillir Loïc Folio sur ce plateau. Salut Loïc. Salut Anthony. Merci d'être là. Merci à toi. Allez, intègre ce vestiaire, ce nouveau vestiaire du USB Foot. Tu l'as vu, c'est certainement ce que tu as connu aussi quand tu jouais en district. Ouais, c'est ça, ouais. District quand j'étais au top de ma forme. Voilà, c'est ça. Après, bon, les genoux. Après les genoux, voilà, tout ça. Bon, ouais. Tu le sais, l'invité, il a une petite tradition, celle de ramener un maillot. Je crois en apercevoir un derrière toi. Tu peux aller nous le chercher, nous expliquer sa petite histoire. Il aurait pu être totalement vert, il est vert et jaune. C'est ça, il est vert et jaune. Un petit collector. Saison 94-95, le FC Nantes obtient son 7e titre de champion de France. Et quel titre? Et quel titre, à l'époque des locaux, Pedros, Wedek, etc., sous la baguette magique de Coco Suodo. Et puis, dernier match à la Beaujoire, le FC Nantes sait qu'il est champion et arbore ce maillot unique. C'est vraiment un collector parce qu'il a un écusson bleu-blanc-rouge brodé avec les 7 étoiles. Et c'est la première et seule fois au cours de laquelle le FC Nantes, cette saison, jouera là avec ce maillot à la Beaujoire. Bleu-blanc-rouge, 37e journée, ça devait être le 27 mai 95 de mémoire. Et Nantes avait gagné 2-1. Voilà, pour la petite histoire, c'est le maillot d'un remplaçant. Oui. C'était celui de Laurent Guyot. Laurent Guyot. Voilà. Qui est du côté de Bruges. De Bruges, absolument. Voilà. Il était remplaçant ce soir-là. Eh ben super maillot vraiment, à côté vintage aussi, très sympathique. Ouais. Hein, je vais le remettre. Allez, vas-y, tu le remets, puis tu peux me le laisser si tu veux, mais bon. Après... Non, je pense que je vais le ramener. D'accord. Il fera un euro à la maison. Exactement. Allez, on va regarder ensemble le sommaire de cette USB Foot de ce jeudi avec, pour commencer, le National, deuxième QV. Oui, on débute la deuxième partie de saison du côté du championnat national. On a vécu une très belle première partie avec nos trois clubs qui sont dans le haut de tableau. Et puis on verra donc ce qui va se passer dans cette deuxième partie. On verra également la Ligue 1 avec les matchs qui se sont déroulés en début de semaine. Des points, c'est bien parce qu'Angers et Nantes en ont pris, on le reverra. Et puis la Coupe de France, les 32e de finale. On l'a dit, Nantes qualifié également. Mais les Herbiers qui nous refont le coup de la saison passée. Bon, pas encore la finale, hein, les 16e. Mais bon, on va voir tout ça évidemment ensemble. T'es prêt pour le programme? Je suis prêt. T'es prêt pour tes oreilles? Non, moins, pour moi. C'est pas grave, c'est parti. Et on débute par le championnat donc national avec un petit retour sur le classement pour s'apercevoir qu'à l'issue donc des matchs allés, Le Mans est premier ex-aequo avec Chambly, mais Chambly a un match en moins, Laval 4e, donc tout proche des 3 premières places. Et puis Cholet qui grappille des points avec 24 unités au compteur. C'est bien, ces 3 clubs. Tu suis un petit peu le championnat national ou c'est vraiment très loin de l'actualité de tous les jours? Très franchement, je suis, parce qu'on a évidemment dans le journal les tableaux avec le classement, les résultats, etc. Je suis davantage les clubs dont tu viens de parler. De la région. Et on voit que Le Mans, Laval ne sont quand même pas loin. Et on se dit que forcément, on aimerait au moins en voir un des deux la saison prochaine remonter en Ligue 2. Pour Cholet, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais j'ai davantage de difficultés à situer le potentiel de ce club. Bon, et ça tombe bien parce qu'on va commencer par le SO Cholet. Ouais. Allez, le SO Cholet, 2 départs actés. Oui, on est en pleine période de mercato. La Ligue 1, la Ligue 2, mais également le National, même s'il y a certains contrats qui ne sont pas forcément professionnels. Donc on verra avec Le Mans notamment qu'ils ont pu recruter avant le début janvier, le début du mercato. 2 départs majeurs du côté du SO Cholet avec, on va le voir, ces 2 hommes. Tout simplement sur cette photo Ouest France, hein, au passage, on l'a noté, avec le défenseur Saint-Ini. Elle est nette. Elle est belle, hein, elle est belle. Pas de flou, c'est superbe. Saint-Ini, donc, dans les bras d'Abdeljelil, le défenseur et l'attaquant du SO Cholet. Défenseur central, un numéro 9. On va en reparler. Ok, ça va être tout bénef pour les caisses du club parce que faut pas oublier que Saint-Ini, il a été vendu quasiment 1 million d'euros au FC Sion en Suisse, 7e du championnat suisse, et Abdeljelil au Red Star en Ligue 2. C'est bien pour les caisses du club, mais pour le côté sportif? Ça me fait penser à un autre club, on en parlera peut-être tout à l'heure. Si ces départs ne sont pas compensés, forcément, sportivement, c'est une grosse perte pour Cholet. C'est évident. C'est évident, on va le voir. D'ailleurs, Abdeljelil qui a posté une photo avec son nouveau club, le Red Star, dernier de Ligue 2, qui recherchait bien évidemment un buteur. C'était le 2e meilleur buteur de National, Abdeljelil. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Cholet les a vendus parce que Cholet a besoin de liquidité
ou est-ce que derrière, il y a un autre projet avec des joueurs qu'on a déjà scoutés, comme on dit, donc supervisés, on a déjà leurs remplaçants. Voilà, la réponse, elle est là. Hein. Et ben la question, surtout, on la posera la semaine prochaine, hein, puisqu'on peut déjà vous l'annoncer. Ce sera le président du SC Cholet qui sera à la place de Loïc Folio, Benjamin Rizoglou, qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation et qui viendra tout nous expliquer sur la gestion de son club du SO Cholet. On l'a vu, Abdeljelil, deuxième meilleur buteur de National avec cette réalisation. On va revoir ensemble justement ses meilleurs buts pour l'avant-centre Oussama Abdeljelil. Ensemble, on a fait un petit montage. Et c'est vrai que c'est un sacré canonnier quand même, parce que pied gauche, pied droit, de la tête, on va voir, c'est quelqu'un qui marque pas mal de buts et surtout dans beaucoup de positions différentes. Alors on peut regarder avec, là c'était un but du côté de Cholet, hein, à domicile. Et puis cette belle tête, tu peux le voir encore mieux de ce côté-là. Voilà. Avec, regarde, moi, cette frappe enchaînée pied gauche, pleine lunette, pas mal, hein? Ouais, c'est magnifique parce que j'allais dire, pour l'instant, tous les buts sont des buts d'attaquants de renard des surfaces. Ouais, l'enchaînement est superbe. Parfait, hein, on parle d'un garçon qui évolue en national, hein, on n'est pas sur la Ligue 1 pour l'instant. Mais on voit que techniquement... Et puis penalty en force, hein, c'est pas le penalty de Marcus Thuram hier, le premier contre le Paris Saint-Germain. Et là, c'était le dernier à l'extérieur pour Oussama Abdeljelil, c'était du côté du Mans FC, lors du fameux derby. Ouais. Un gardien qui n'est pas impérial. Pas impérial non plus, et puis un petit peu de réussite, il en faut. Abdeljelil, on s'en souvient, on l'avait eu notamment à travers les réseaux sociaux. Il nous avait promis de nous faire un petit couscous, c'est que c'est un sacré bon cuisinier. Bon, malheureusement, il est parti du côté du Red Star, on attendra un petit peu. Hein, c'est pas très loin non plus. C'est pas très loin, on lui souhaite surtout plein de réussite à ce garçon. Allez, on passe du côté du Mans FC pour l'actualité des Sartois. Mercato maîtrisé du côté du Mans. Alors, on l'a dit avec Cholet qui s'est séparé de deux joueurs importants, Saint-Igny donc et Abdeljelil. Du côté du Mans, eh bien, c'est vrai que ça a été beaucoup plus calme et on s'en apercevra tout à l'heure puisqu'ils ont recruté pas mal de joueurs, mais avant le début de ce mercato. En tout cas, sur les réseaux sociaux, on s'intéresse surtout eh bien, à ce qui se fait sur les sites, avec notamment l'un de ces fameux site qui s'occupe du Mans FC depuis plus d'un an. C'est l'anniversaire donc de ce compte sur Instagram. Alors ça répertorie toutes les photos du Mans, ça parle évidemment de l'actualité mancelle. Et Dieu sait qu'elle est quand même conséquente depuis quelques mois. Donc voilà, on voulait lui faire un petit honneur, un petit coup de pouce à ce tweet du côté eh bien, du Mans Football Club. Et puis, comme on a eu également Rémi Boissier, je ne sais pas si c'est un garçon que tu connais, mais en tout cas, il a fait les beaux jours du Mans depuis le début de la saison. Il continue de marquer, de faire des passes décisives. Et c'est aussi, on va le voir avec ses copains, un grand chanteur. Écoute. Dans la rue, je veux qu'on parle de moi, que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi, qu'elles m'admirent, qu'elles me tuent, qu'elles s'arrachent ma vertu. J'en aurais assez. Voilà, ils sont pas mal quand même. Ouais, hein. ils sont pas mal. Ils sont bons footballeurs. Je ne sais pas s'ils sont bons chanteurs, mais en tout cas, ça met le rythme. Hein. Ouais, ça met le rythme et puis ça montre aussi qu'il y a au moins une bonne ambiance entre deux coéquipiers, trois coéquipiers. Quoi. Ouais, non, c'est bien. En plus, ils postent généralement pas mal de choses comme ça. Même des choses qu'on a du mal à poster ici parce que des fois, c'est limite. Et puis ça doit faire bizarre dans le vestiaire d'entendre Daniel Balavoine parce qu'ils doivent pas être habitués. Non, je pense qu'à 25 ans, là, c'est pas tellement le genre de musique qu'on doit entendre dans les. On est plus sur le rap. Ouais, je pense. Hein, dans les vestiaires. J'en ai un petit peu ici, si tu veux, à la fin de. T'es pas obligé. Si vraiment on joue la prolongation. Voilà, plus hard, plus le festival de. Ah, Hellfest. Ah, Hellfest, plutôt Hellfest. Voilà, on a vu un petit peu les Manceaux, justement. On se disait, pas de joueurs en tout cas annoncés pour l'instant, parce qu'il y en a eu énormément qui sont arrivés au mois de novembre et décembre. C'est justement la question qu'on a posée à Émile Level du côté eh bien de France 3 Men. Alors, Émile, est-ce qu'on va avoir d'autres arrivées du côté du Mans ? Salut Anthony, c'est vrai que le mercato ici au Mans, on a l'impression qu'il est déjà passé. Et moi j'ai la sensation que c'était plutôt une bonne idée. On le rappelle, si le Mans FC a pu recruter hors période de mercato, c'est grâce à son statut amateur qui offre moins de restrictions que le statut pro. Du coup, les dirigeants ont dégainé en novembre Aloïs Confé, Thibaut Viala et Victor Elisalt. 3 profils qui auraient été très recherchés en janvier. Des joueurs qui auraient pu prétendre à du temps de jeu en Ligue 2 et qui ont eu un peu de mal à se faire leur place. Mais un garçon comme Aloïs Confé par exemple, qui a joué en Ligue 1, qui a joué aussi en équipe de France de jeunes, quelque chose me dit qu'il y a beaucoup de clubs de Ligue 2 ou de National qui auraient bien voulu l'attraper en janvier. Alors devancer la concurrence, c'était déjà une bonne raison d'anticiper. Et puis ça donne une bonne marge de manœuvre à Richard Désiré. Moi je me souviens, avant la trêve, il était très content. Un matin où l'infirmerie était vide, il a eu 25 joueurs à l'entraînement. 25 joueurs en National, toutes les équipes ne peuvent pas en dire autant. Donc à moins d'une bonne opportunité ou d'un départ à compenser,
quelque chose me dit que le mercato Manceau ne sera pas trop agité. Et on suivra, ne t'inquiète pas Émile, évidemment ce qui se passe et tu nous le diras par rapport à ce mercato justement du Mans FC. On va s'intéresser tout de suite à des joueurs que tu as pu connaître justement du côté de la Beaujoire puisque le Stade Lavallois a évolué il n'y a pas si longtemps en Ligue 1. On s'intéresse au Stade Lavallois. Laval donc pour cette deuxième partie de saison. Pour résumer la première, c'est vrai que Laval c'était 8 victoires lors des 11 premières journées de championnat. C'est fort, oui. Très très fort. Et puis derrière, ça a un petit peu été un peu compliqué, à tel point bien que ça râlait pas mal sur les réseaux sociaux pour l'entraîneur qui a été suspendu pendant 3 mois de banc de touche, on s'en souvient. Alors on va regarder parce que Anthony Scaramozzino, qui était notre invité également et qui poste beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, il a remis un petit peu les choses essentielles au centre du débat. Voilà, grosse semaine de prépa avant la réception de Boulogne, qui est un gros match, hein. 4e contre 6e, on le verra tout à l'heure. Voilà, il faut revenir. Cette équipe de Laval, il y a Gaël Dany, on l'a dit, il y a Obadi. Ils ont vraiment concentré leur recrutement sur des joueurs, entre guillemets, stars de Ligue 1. Est-ce que c'est la bonne solution ? Ouais, stars de Ligue 1, où tu parlais aussi de Scaramozzino, des joueurs qui connaissent vraiment ce milieu-là, quoi, hein. Ligue 1, Ligue 2, voire nationale, grosse expérience. Et moi, je pense que ça peut être la bonne année pour le Stade Lavallois, tu l'as dit, qui a connu un départ canon, un petit coup de mou, des problèmes avec François Ciccolini. Mais je pense que c'est un club qui, comme Le Mans, est en train de se stabiliser dans le tableau et qui va revenir progressivement. Et bon, on l'espère. En tout cas, on a posé aussi la question à Gilda Mingui de France Bleu Mayenne, lui qui les suit au quotidien et qui a vu la dernière conférence de presse du coach Ciccolini. Alors, les Mayennais, est-ce qu'ils vont vraiment réussir à faire partie du trio de tête ? La réponse. Oui, c'est un deuxième championnat qui commence, selon l'entraîneur lavallois, mais les tangos vont devoir se montrer plus réguliers car la fin de la phase aller a été décevante, pour ne pas dire plus. Le Stade lavallois a perdu du terrain sur ses concurrents et pas certain que la belle série de 6 victoires consécutives en début de saison se reproduise une deuxième fois. Bref, si c'était des élections, on parlerait de ballottage défavorable pour le Stade lavallois, car plusieurs équipes du haut de tableau ont des matchs en retard. Pourtant, pour le président lavallois, Philippe Jean, il ne fait aucun doute que son équipe va monter en Ligue 2. C'est ce qu'on appelle la méthode Coué, mais gare à l'excès de confiance. Et surtout, avec ce type de déclaration, les joueurs et le staff ont clairement une grosse pression sur les épaules. Rappelons qu'en cas de non-montée en Ligue 2, le Stade lavallois perdrait son statut professionnel. Et oui, c'est la grosse problématique, Loïc, de ce club. Tu perds le statut professionnel, ça a des répercussions sur le centre de formation, fatalement. Donc, c'est l'avenir du club, effectivement, qui se joue là. Oui, un certain Stéphane Moreau, qui est toujours au centre Stéphane de formation Moreau, du Stade Lavallois, ouais. ancien du FC Nantes. Et c'est vrai que Laval a sorti depuis quelques années de bons jeunes joueurs. Donc, il ne faudrait pas perdre ce centre de formation non plus. Oui, effectivement. C'est la survie du club, tout simplement. Ouais, donc, la pression, elle est assez énorme. On va le voir, et on va le voir surtout sur les matchs qui vont arriver du côté du championnat national. On va le voir pour ce Cholet-Rodez. Joli match en perspective, puisque les Choletais vont recevoir le 3e du championnat national et l'opportunité pour eux de se rapprocher également du groupe de tête. Et puis un déplacement pas simplement évident pour le Mans à Avranches, même s'ils sont 13e du côté d'Avranches. Et puis gros match également entre Laval et Boulogne, 4e contre 6e. Laval, il ne faudra pas se rater pour cette reprise de championnat. Les 3 clubs, on le sait, sont éliminés de la Coupe de France. Voilà pour le championnat national. Tout de suite, on va passer à la Ligue 1 avec le classement donc de cette Ligue 1 à venir, puisque ça jouait du côté de cette Ligue 1 avec Angers et Nantes, notamment les matchs en retard du côté des 2 clubs des Pays de la Loire. On va voir le classement, Nantes 11e et Angers 15e, avec encore un match en moins à disputer du côté des 2 clubs donc des Pays de la Loire. Et puis bien évidemment, on va s'apercevoir, outre le fait que Nantes a gagné contre Montpellier et qu'Angers est allé faire match nul du côté d'Amiens, et bien que les Angevins ont souffert. On commence par Angesco. Un point, c'est tout. Ah oui, un point, c'est tout. Ça t'arrive d'aller souvent du côté d'Angers, regarder cette équipe angevine. D'abord, est-ce que par rapport aux saisons précédentes, c'est leur 5e, je crois, 4e en Ligue 1 d'affilée, est-ce qu'ils ont changé quelque chose ? Est-ce que la mentalité a changé ? Est-ce que la philosophie du club a changé ? Moi, je n'ai pas l'impression, je ne suis pas au quotidien à Angesco, à la Baumette. Je trouve que le projet que je suis depuis 4 ans, il est hyper cohérent. Ça ne tremble pas dans ce club-là, même on a vu la saison dernière, quand le SCO était 20e,
Oui, il y a la trêve. Stéphane Moulin a prolongé. C'est-à-dire qu'il y a un vrai projet sportif, encore une fois, une vraie cohésion, j'ai l'impression, dans ce club. Ça tremble pas, c'est serein. Et puis, il y a toujours un recrutement intelligent, une vraie idée de jeu. Enfin, c'est un club qui a une identité et qui est en train de l'imposer. Peut-être que c'est un club qui surperforme. Mais l'exploit, c'est de réussir à surperformer chaque année. Chaque année, effectivement. Ouais. Match nul à Amiens, c'était 0-0 et franchement, c'était visiblement pas très beau. Regarde ce que Stéphane Moulin déclarait d'ailleurs sur les réseaux sociaux. C'était juste le lendemain ou après le match. Il disait tout simplement que c'était largement la victoire méritée du côté d'Amiens. C'était simplement ça. On va l'écouter d'ailleurs, l'entraîneur d'Angesco qui est revenu sur la très mauvaise performance au niveau du contenu du jeu. Mais bon, c'était un point quand même de récupérer, on l'écoute. Alors on a fait, je crois, j'ai dit contre Marseille, notre meilleur mi-temps depuis que nous sommes remontés en Ligue 1. Et je crois qu'on a fait le pire match depuis qu'on est remonté en Ligue 1 aussi. Et paradoxalement, il se traduit par le même résultat que contre Marseille, ce qui est complètement incroyable. On n'a pas été bon dans tous les compartiments du jeu, donc c'est compliqué. Il n'y a pas un domaine dans lequel on a été performant. Sincèrement, je pense qu'il y a eu cette Coupe de France qui est passée par là qui nous a pas fait du bien. Ouais. Bon, il n'est pas langue de bois, généralement, Stéphane Moulin, sur ce qui s'est passé dans le match. Non. Même si parfois, ça peut être la faute de l'arbitre, comme beaucoup d'entraîneurs. Mais... Ouais, alors déjà, c'est pas le même résultat que contre Marseille. Parce que Marseille, c'était un partout. Ouais, mais le résultat nul, il est là également. C'est le point du match nul. Le contenu n'a rien à voir, effectivement. Et puis, tu étais contre Marseille. Ouais. Et vraiment. Gros match. Mais c'est un match que Angers doit plier à la mi-temps. S'il y a 3-0, il n'y a rien à dire. Et quand Rudy Garcia avait dit après en conférence de presse que l'Olympique de Marseille méritait de revenir au score en deuxième période. Chaque équipe avait eu sa mi-temps en gros. C'est absolument pas le cas, quoi. Donc je me fais pas du tout de soucis pour Angers. Par contre, il y a un gros problème dans cette équipe, c'est le manque de réalisme. Ouais, c'est vrai que récurrent. Mais bon, Toko Ekambi aussi est parti, faut le dire. Exactement. Et même si Stéphane Moken fait un bon début de saison quand même, c'est quand même pas le rendement non plus de l'ancien Camerounais. Toko Ekambi parti du côté de Villarreal. Alors, tu disais que justement, il fallait pas paniquer. Du côté des supporters, c'est pas ce qu'on pense. Hein. Il y en a plein qui allument pas mal le coach et le staff technique sur les réseaux sociaux. Il faut se séparer de Stéphane Moulin. Il faut arrêter, ça joue pas bien. Alors d'abord, regarde. Ça, c'est quelqu'un qui a posté ça suite à la réaction de certains supporters. Je rappelle quand même aux Angevins qui ont la mémoire courte, et tu le disais, qu'après 18 journées l'an dernier, le SCO d'Angers avait 15 points. Hein, tout le monde criait à la démission de coach Mou. Alors, c'est pas Mourinho, c'est coach Moulin. Contre 20 aujourd'hui, voilà, je pose ça là, on ne sait jamais. C'est-à-dire que si des gens commencent à trembler pour Angesco, qu'est-ce qui se passe à Caen, qu'est-ce qui se passe à Amiens, qu'est-ce qui se passe à Dijon, voire à Guingamp moi, je ne suis pas du tout inquiet pour Angesco. Et surtout, ils ont l'expérience de ce type de... Ils sont très généralement classés entre la 8e et la 15e place. Exactement, donc, c'est pas quelque chose qui doit les effrayer. Et Stéphane Moulin, on le sait, est un coach qui sait remettre ses joueurs dans le droit chemin. Bon, c'est vrai que la claque, on en reparlera tout à l'heure, contre Viry-Châtillon en Coupe de France, elle n'a peut-être pas fait non plus que du bien. Ouais, c'est sûr qu'elle n'a pas fait de bien, inévitablement. Maintenant, en plus, on parlait de l'évolution du SCO. Moi, je trouve que ça joue de mieux en mieux. Oui, au niveau du contenu, c'est des joueurs comme Santa Maria, Flavien Tay, pour moi, mais Flavien Tay, un club de Ligue 1, première partie de tableau de Ligue 1, mais il doit regarder tous les jours un joueur comme Flavien Tay. Mais oui. Et on verra. Il y a du potentiel là, dans cette équipe. Oui, dans cette équipe. D'Angesco, effectivement. Allez, après Angesco, on passe à l'actualité riche aussi du FC Nantes. Les Nantais, invincibles à domicile. Point d'interrogation. Alors c'est vrai que autant à Ouest France que sur les autres quotidiens régionaux, on parle de l'invincibilité pour l'instant de Vaidali Odzic à domicile. C'est, je crois, 5 victoires, toutes compétitions confondues, un match nul. 6 victoires, je crois, de mémoire, avec le match de Coupe de France contre Châteauroux. Ça doit être 19 buts inscrits, dont 15 en championnat. Donc, en gros, ça fait une moyenne de 3 buts par match. Après, c'est évidemment une statistique qui est un petit peu gonflée par le 4-0 contre Toulouse et le 5-0 contre Guingamp. Mais on voit des buts à la Beaujoire. On voit du spectacle. Et un truc rarissime. Pas rarissime, on ne l'avait pas vu jusque-là. Regarde. Cet homme qui marque en plus
Du côté du FC Nantes, on va le voir, entouré par ses coéquipiers. Tu l'avais senti venir. Nicolas Palois. Ouais, on le dit, on peut le dire maintenant à tout le monde. Ouais, tu l'avais annoncé. On était tous les deux à regarder le match et je l'avais annoncé que Nicolas Absolument, Palois, qui est un grand défenseur et surtout un grand attaquant, eh bien, allait Comme marquer tu n'es jamais de mauvaise foi, Exactement. je peux confirmer que tu l'avais annoncé. Exactement. Et non, bon, c'est le premier but de Nicolas Palois, le défenseur nantais dans ce championnat. Il n'a pas eu trop de mal à le marquer d'ailleurs parce qu'on lui a donné un petit peu, mais bon, faut être là. Faut être là. C'est le flair de l'attaquant. Exactement. Puis là, on voit, hein, tout le monde vient se ruer sur lui. Il y a, toi qui les suis au quotidien, les Nantais, on parlait d'ambiance tout à l'heure un peu du côté d'Angers. Est-ce que tu ressens un peu du côté d'Angers, du côté du Mans dans la voiture avec cette superbe prestation de chant? Est-ce que tu sens aussi qu'à Nantes, il y a ce même type d'ambiance? C'est difficile à dire parce qu'on les suivait au quotidien jusqu'à ce que la Jonelière soit quand même de plus en plus fermée, faut être honnête. Après, on les suit au quotidien dans la mesure du possible. J'ai le sentiment que Vahid Halilhodžić a quand même remis les points sur les i, les barres sur les t. En termes de cohésion de groupe, alors il est arrivé, il a fait le coup du champagne rosé après la victoire, etc. Il y a eu quelques repas en commun. Il a offert le champagne? Oui, il offre le champagne rosé après les victoires. Comme il dit, et puis faut que tout le monde prenne un petit peu de gâteau. Donc d'accord. voilà. Je pense qu'il réussit à fédérer, à concerner l'intégralité du groupe. Celui qui en sort s'exclut lui-même. On l'a vu très récemment avec Karim Bodji, qui n'a pas accepté une décision sportive de Vahid Halilhodžić. On peut le voir d'ailleurs, cette image de Karim Bodji, parce que c'est vrai qu'il y a eu une altercation. Il est reparti du côté de la Belgique, du côté d'Anderlecht. Ouais. Il n'a pas accepté en fait d'être sorti après le match, pour le match face à Montpellier. Oui, c'est ça. Défense à 3. Montpellier qui se retrouve en infériorité numérique. Donc Halilhodžić, au bout d'un moment, change quand même de système, repasse à 2 centraux. Et c'est Karim Bodji qui est la victime collatérale, en gros, de cette décision, de cette exclusion du Montpellier. Il ne l'a pas supporté, mais on peut penser peut-être aussi qu'il cherchait le moindre prétexte pour s'ouvrir une porte de sortie parce qu'il n'était pas très heureux à Nantes. Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est une image qu'on a sur Instagram, FC Nantes, ou sur le site de l'équipe. Je ne sais plus, cette image de Karim Bodji, le défenseur africain donc, qui est arrivé à Anderlecht il y a 6 mois, en prêt. Pour le club nantais. Allez, on va regarder également parce que Nantes a battu Montpellier 2-0. Bon, il y a eu des faits de jeu, il y a eu l'expulsion assez rapide de Laborde dès la 18e minute. Il y a eu surtout, regardez ce tweet, on s'en souvient, parce que l'entraîneur de Montpellier, c'est qui? C'est Michel Derzakarian. Voilà, c'est culotté, puisque c'est la façon de dire du président Kita. Non pas culotté, mais culotté. Cette fois, la Mercos de Kita a gratté la douche du FC Nantes. Mais que fait la police? Voilà, donc c'est toujours sympa. Hein. Ce qui est posté, parfois, on rigole bien quand même quand on en parle des posts, certains posts sur Internet. En attendant, la douche est toujours devant. La Doche est toujours devant puisqu'elle est 4e ou 5e du championnat et que Nantes, on l'a vu, est 11e pour le moment du côté du championnat. On revoit justement ce classement ensemble, les Nantais 11e avec 23 points. On espère évidemment que les Nantais vont remonter dans la première partie du classement, tout comme les Angevins. On voulait savoir, puisque le calendrier du FC Nantes est quand même assez terrible depuis le début de la reprise. Il y aura encore 5 matchs, je crois, au mois de janvier, entre la Coupe de France, entre le championnat. On a posé la question à un garçon qui est hyper endurant, en tout cas qui l'a été surtout dans sa carrière, c'est Olivier Quin, le consultant de France Bleu Loire-Océan. Alors Olivier, c'est chaud ou pas le calendrier pour les Nantais à venir? En faisant tourner l'effectif, coach Vahid l'a dit, il a aligné une équipe bis contre Châteauroux avec réussite et succès puisqu'il y a eu qualification. Ce sera certainement le cas à Sanois-Sagracien sur le tour prochain. Et puis revenir à une équipe type sur le championnat avec des matchs très compliqués, la venue de Rennes, les déplacements à Nîmes, c'est très compliqué de s'imposer, à Angers, et puis la réception de Saint-Etienne. Donc les titulaires, on va les revoir. Mais on va avoir aussi des joueurs remplaçants qui ont peu leur chance et qui doivent la saisir quand ils sont titulaires. C'est le cas en coupe. En espérant pour eux qu'ils aient le plus de matchs à jouer. Ça veut dire qu'il y ait qualification à Sanois-Sagracien. Ça veut dire aussi qu'il y ait une émulation dans le groupe, et ça, c'est important pour la suite. Puis on va se rapprocher de l'échéance finale, c'est-à-dire la finale, les demi peut-être de la Coupe de France. Plus les titulaires auront, je pense, la chance de jouer en coupe. Maintenant, la priorité, bien évidemment, c'est le championnat, parce que ce sont des matchs compliqués. Et il faut prendre des points pour assurer le maintien le plus rapidement possible. En tout cas, c'est un mois de janvier qui est hyper intéressant à jouer pour tout le monde. Tout le monde est concerné, et ça, c'est très, très important pour la suite. Alors, il a raconté des bêtises, là, Olivier, ou pas? Non, pas trop. Non, pour une fois. Non, mais quand il dit que maintenir l'intégralité de l'effectif en éveil, puis ça correspond bien, je pense, encore une fois, à ce qui se passe en ce moment avec
l'incorporation à dose très homéopathique quand même de jeunes. Oui, des jeunes, il n'y en a pas trop Voilà. non plus. Ouais. Et ben, on espère en tout cas que le FC Nantes, on va regarder les matchs à venir du côté des Canaries, mais également du côté d'Angesco. Pour la prochaine journée de championnat, eh bien, ce sera tout simplement Nantes-Rennes, le gros derby au stade de la Beaujoire, le dimanche à 15h. Je ne sais pas combien de personnes sont attendues, mais il devrait y avoir du monde. Ça fait combien de temps que Nantes n'a pas gagné à domicile contre Rennes ? En championnat, 2004-2005, la dernière victoire. Olivier Quin y participait, j'en discutais tout à l'heure avec lui, il s'en souvenait plus. De ce match, bravo. Il a la Viveros jouait à Nantes. Oula, attention, Alexander Viveros. Là, pour les plus jeunes, ça parle pas, mais je peux vous dire que ça a été l'un des plus nuls du côté du FC Nantes depuis une vingtaine d'années, quand même. Alexander Minimum, ouais. Viveros. Et Angers, du coup, j'ai même pas regardé le match d'Angers qui devrait se déplacer du côté de Nîmes. Voilà, prochain adversaire également des Canaries. En match en retard, ça va pas être simple pour les Angevins qui vont se déplacer sur un terrain où les crocos sont assez insaisissables. Évidemment, voilà, on a vu le National, on a vu la Ligue 1. Attention, non pas là. Allez, on parle maintenant de la Coupe de France, puisque se sont joués, il n'y a pas si longtemps que ça, les 32e de finale de cette Coupe de France. On va regarder le programme pour les 16e. 2 clubs sur 3 ont réussi à s'en sortir pour les Pays de la Loire, à savoir le FC Nantes qui ira se déplacer du côté de l'entente Sannois-Saint-Gratien, club de national. Et puis pour les Herbiers qui ont été battre Tours, donc qui n'étaient pas très bien en point du côté du championnat national. Ils ont été battre les Tourangeaux de buts à 1. Et bien du côté des Herbiers, on ira à Villefranche, autre club national. C'est un tirage comment là, pour les deux ? Bon, pour le FC Nantes, c'est un bon tirage, évidemment, même si l'entente Sannois-Saint-Gratien a éliminé Montpellier. Pour les Herbiers, c'est le bon tirage s'il avait été inversé, quoi. S'ils avaient joué à domicile, parce que se faire sortir éventuellement à Villefranche-sur-Saône, c'est dans l'anonymat. Après, c'est aussi l'opportunité, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écart, d'aller encore réaliser une sacrée paire. Et puis Villefranche-sur-Saône ne va pas être du tout rassuré d'accueillir les Herbiers. Non, ça c'est clair. Allez, on va regarder ensemble justement ce qui s'est passé du côté de Tours avec les images de la qualification des Herbiers, un doublé. Doumarpouille, regarde, super premier but. Petit extérieur pied gauche, pleine lunette, pas mal. Ouais. Il n'y a eu que des beaux buts dans ce match entre Tours et les Herbiers. L'égalisation de Tours est pas mal non plus. Regarde, pied gauche, poum, 40 mètres par-dessus. Bon, le gardien a légèrement avancé, il n'a pas fait trop gaffe. Le gardien des Herbiers, voilà. Et puis la conclusion pour les Herbiers, le super but pied gauche cette fois. Extérieur pied gauche, Doumarpouille. Donc on félicite pour ce doublé l'attaquant Herbretet qui a donc qualifié son équipe pour les 16e de finale. On regarde un petit peu les photos d'après-match parce que ça a pas mal circulé sur les réseaux sociaux également. La joie bien évidemment des Herbretet, mais également celle de Stéphane Mazala qu'on va voir, l'entraîneur qui est encore à la tête de cette équipe des Herbiers, qui était également sur le plateau, le voilà, du SB Foot il y a quelques semaines. Et les Herbiers qui ont donc fêté comme il se doit la qualification pour les 16e. Alors la question que se posent pas mal de gens sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils vont rééditer la même performance que l'année passée, à savoir arriver en finale? On va regarder ce petit commentaire sur les réseaux sociaux. T'y crois toi ou pas? La finale, ça me paraît compliqué. Ouais, 2 fois de suite. 2 fois de suite. La magie opère encore en tout cas. Oui, la magie opère encore. Moi, je les vois bien passer encore 2 tours minimum. Ah ouais? Oui, je les vois bien. Ouais, c'est leur compétition maintenant. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, tu reçois les Herbiers. Finalement, même si hiérarchiquement, tu te situes un cran au-dessus, ou 2, tu n'es pas forcément favori. Non, j'en connais un du côté des Herbiers. Il aimerait bien avoir passer et avoir les Herbiers, Nantes les Herbiers du côté du stade de la Beaujoire. Stéphane Mazala qui aimerait revenir du côté du stade du FC Nantes pour un 8e de finale, pourquoi pas, et avoir encore une fois 30 000 ou 35 000 personnes du côté du stade du FC Nantes. Allez, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé du côté de Viry-Châtillon, les deux équipes, Viry-Châtillon et Angers, qui jouaient l'une contre l'autre en 32e de finale. Un beau petit mélange sur la première photo. Et puis, on va regarder surtout cette énorme occasion angevine. Bon, ils en ont eu 25, des occasions comme ça, les Angevins. Ça ne voulait pas rentrer. Sur un terrain, ils l'ont dit et répété, ce n'est pas une excuse, mais un terrain catastrophique. Regarde, je crois que c'est sur cette action-là. L'action pour l'attaquant angevin. Et on va regarder au ralenti, c'est le ballon. Il y a une motte, poum, une motte de terre. Et là, il peut pas frapper. Et là, on va voir le but, en revanche, du côté de Viry-Châtillon. Ça va arriver, voilà. Et hop, encore un cafouillage. Bon, c'est le genre de match, c'est symptomatique. Oui, c'est le genre de match qui refont 10 fois. Angers le gagne 9 fois. Et puis, c'est tombé là. Mais ce qui me gêne un petit peu, c'est que
Même sur un terrain catastrophique, Angers a d'autres arguments à faire valoir. On n'est pas obligé de jouer au sol pour le coup. Ouais. Et dans le domaine aérien, athlétique, Angers a dû répondre. Et même sur le but qu'ils encaissent, d'ailleurs, on voit que les défenseurs angevins sont pas non plus. Ils se font bouger. Ils se font bouger par des gabarits moindres. Donc c'est vrai que c'est pas non plus. C'est ce qui a certainement déplu également à Stéphane Moulin, l'entraîneur d'Angesco. Alors c'est vrai que sur les posts des réseaux sociaux, on s'est un petit peu déchaîné parce que malheureusement, Angesco est rentré dans l'histoire. C'est la première fois. Dans l'histoire, tout simplement, qu'un club de R1, de Régional 1, a éliminé un club de Ligue 1, Viry-Châtillon, donc qui bat de façon historique Angesco, qui aurait certainement voulu entrer dans l'histoire, mais d'une autre façon. Et puis on termine cet épisode Coupe de France par la qualif du FC Nantes, qui a bien débuté donc l'année 2019. Ligue 1 contre Ligue 2, Nantes contre Châteauroux. On va regarder ensemble les buts, il y en a eu, pas mal. Avec le grand Koulibaly qui prouve qu'il va peut-être pas aussi lentement que ça. Non, hein non. Pas mal, puis, pied gauche. Il avait marqué un beau but à Montpellier en Coupe de la Ligue. Là, l'égalisation avec un Max Dupé qui n'est pas énorme sur sa parade. Et puis le but de René Krin, le Slovène, qui est la bonne réception. On voit Vaïd Halilhodžić. Et puis le premier but d'Imran Louza, le petit jeune. Ouais. Et on est content de le voir là parce que c'est un garçon qui a énormément de football dans les pieds. Exactement, puis c'est un joueur de ballon, et à Nantes on aime bien ça, on est quand même un petit peu sevré, même s'il y a Valentin Rongier et d'autres. Et on voit également le premier but d'un certain Limbombe, le plus cher joueur de l'histoire du FC Nantes, 8 millions, 10 millions d'euros, on ne sait pas trop, et qui a donc marqué ça. Lui non plus, c'est pas trop. Lui non plus, c'est pas trop. Bon, en tout cas, on essaiera de lui demander à un moment s'il s'en souvient. On l'a dit, vu tout à l'heure, et on en a parlé, c'est ce fameux clash entre le défenseur nantais Mbodji, Karim Mbodji et Vaïd Halilhodžić. Alors, ça avait commencé, donc on l'a dit, par un petit échange un peu musclé à la fin du match contre Montpellier. Et il en avait marre d'être remplaçant aussi, Karim Mbodji. On le reverra plus. On le reverra plus. Il est reparti dès le lendemain du match en Espagne rejoindre Anderlecht qui était en stage là-bas en Espagne. Donc c'est terminé. Il en avait marre d'être remplaçant. Il en avait marre surtout d'être numéro 3 dans la hiérarchie, derrière Diego Carlos, qui est inamovible, et Nicolas Palois, que tu adores, et que tu vois comme un titulaire indiscutable. En tout cas, il l'a prouvé. Exactement. Et donc, Karim Mbodji ne se satisfaisait pas de cette situation de numéro 3. Il a choisi de retourner à Anderlecht, et peut-être qu'Anderlecht est très content aussi de le récupérer. Alors, Anderlecht est très content de le récupérer. Ça ne s'est pas fait uniquement sur ce coup de tête, entre guillemets, ce coup de sang, en tout cas, puisque ça faisait plusieurs jours, voire semaines, qu'il mûrissait un départ du FC Nantes, Karim Mbodji. Bon, allez, on a terminé de parler foot, ou plutôt, il reste encore un petit quiz de fin. Attention, c'est parti pour le quiz de Brulez. Alors, comme tu es un garçon et un journaliste très consciencieux, tu as certainement regardé jusqu'au bout les USB Foot, les récents de toute façon, puisque tu sais qu'il y a une petite question culture générale footballistique quand même à la fin. On a le droit d'être nul. Ça, on a le droit de tout ici, c'est ça qui est bien. Alors, la question, je vais te la poser. Avant, il faut que tu nous choisisses un des placards qui sont derrière toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, si je les compte bien. Il y aura un maillot à l'intérieur. Tu choisis celui que tu veux. Je peux prendre celui-là, si je veux. Si tu veux. Et tu nous sors un maillot et tu nous dis surtout à qui il appartient, ce maillot. À quel club des Pays de la Loire? Alors, c'est un maillot qui est noir. Le SOC, Cholet. Cholet, dont on parlait justement. Voilà, très beau maillot. Tu peux le montrer à l'envers. Il nous avait envoyé ce joli maillot. C'est marqué le numéro 3. Voilà, et France. Magnifique. France 3, bravo. France 3, superbe. Alors, maillot. Sens de la propos. Exactement. Tu peux te rasseoir, il n'y a pas de problème. Pour bien te concentrer. Je le garde. Ouais, tu le gardes. Il va me avec porter toi. chance. Voilà, je le sens bien. Et puis, je vais donc te poser cette fameuse question au coup d'envoi de la saison, cette saison 2018-2019. Le SOC a posté une photo officielle de ses joueurs et de ses dirigeants sur leur site internet. Sur cette photo, combien de joueurs et ou dirigeants choletais ont porté le maillot du FC Nantes? Alors, je te propose quand même, c'est un QCM, parce que je vais pas te demander exactement la réponse. 3 réponses possibles. Réponse A, 2 joueurs et ou dirigeants choletais ont porté le maillot du FC Nantes. Réponse B, 4. Réponse C, 5 joueurs. Je te demanderai pas les noms, mais réfléchis bien. Je dirais 5. Sûr? Ouais. Bravo! Alors maintenant, tu vas me donner les noms. Non, mais je dirais que dans le lot, il y a Guillaume Ripper, par exemple. Guillaume Ripper, tout à fait. Guillaume Ripper, et puis on peut t'en citer quelques-uns. Ismaël Keita, qui est du côté du SOC. Il y a également Saad Trabelsi, qui a joué notamment réserve. Et puis peut-être un garçon moins connu, qui était également du côté de la réserve, c'est Bogdan Zekovic.
et un autre qui est désormais dirigeant, ou qui était dirigeant, c'est William Fraboulet, qui était du côté de Cholet et qui a joué aussi. Et qui a entraîné dans la région aussi. Et qui a entraîné effectivement dans la région. Allez, tu peux me rejoindre s'il te plaît Loïc pour la fin de ce USB Foot. Monter sur cette petite marche ici, tu vas être beaucoup plus grand que moi mais c'est pas grave. Voilà. Allez, on termine toujours nous ici à USB Foot par un coup de cœur. Et le coup de cœur de la semaine, il va te parler. Il va te parler parce que là, on parle de quelque chose qui est assez magique, que tu connais énormément. Voilà, ce sont les tatouages. Et on t'a fait voilà, il y a eu un post magnifique, hein. Incroyable Angesco qui nous a posté ce tatouage avec les gros bras d'Angers, effectivement, le numéro 27. Je ne sais pas qui est numéro 27 du côté d'Angers. C'est une bonne question. On regardera en tout cas. En tout cas, c'est pas lui, je pense, qui a posté cette photo. Mais bon, le ballon, le numéro, Angesco, voilà, les tatouages peuvent être à la fois. Ouais, ça existe, il y en a pas mal, hein, des supporters qui sont tatoués le blason du club. Voilà. Donc tu nous donnes le numéro de ton choix et on te le fait avec le FC Nantes. l'AS Saint-Etienne ou Liverpool? Oui, bien sûr. On a combien de temps? Ah bah là, on va le faire et on postera ça la semaine prochaine sur les réseaux sociaux. Considère que c'est fait. Un grand merci, Malik. Merci d'être venu. On souhaite évidemment une très bonne fin de semaine à toutes et à tous. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro du USB Foot. Bye bye.